Les troupes de Vladimir Poutine commettaient sans cesse la même erreur en s'emparant d'une portion du territoire ukrainien. Ensuite, elles installent des fortifications et des postes de commandement. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'erreur de ces soldats russes est de penser qu'ils sont en sécurité une fois le territoire pris. Ils ne le sont jamais. L'Ukraine riposte toujours, et c'est exactement ce qu'elle vient de faire. Dans l'oblast contesté de Zaporizhia, l'Ukraine a fixé des bombes américaines Guided Bomb Unit, 62 sur un Mikoyan Gourevitch, 29 de l'époque soviétique. Ce qui s'est passé ensuite a été brutal, la désintégration totale d'un poste de commandement russe. Le 6 août United 24 Media a été parmi les premiers à rapporter le raid audacieux de l'Ukraine en territoire occupé par la Russie. Il a présenté les informations de base. À un moment donné la veille, l'Ukraine a envoyé l'un de ses chasseurs, Mikoyan Gourevitch, 29 dans le ciel au-dessus de Zaporizhia, occupé par la Russie. Cet avion était chargé de bombes de précision Guided Bomb Unit, 62, que l'appareil a ensuite larguées. Des bombes équipées d'ailes spéciales fabriquées aux États-Unis ont plané avec une extrême précision vers un poste de commandement russe. Boum! Le poste de commandement et tous les soldats russes à l'intérieur ont été vaporisés. La Russie ne peut ni nier cette attaque, ni suggérer qu'elle résulte de débris tombés sur le poste. Après la pulvérisation de la bombe ukrainienne, il semble que les défenses aériennes russes n'aient pas du tout été activées. Et même si elle l'avait tenté, la Russie ne pourrait pas nier que la frappe ukrainienne a eu lieu. Pourquoi ? Eh bien, il y a des images vidéo, publiées à la fois sur la chaîne Telegram de Sony Hachnik et sur la chaîne YouTube de Militani. Cette vidéo de 54 secondes prouve que l'Ukraine a accompli précisément ce que la Russie espérait qu'elle ne pourrait pas réaliser. Sur fond de musique, la séquence débute par un plan du Mikoyan Gourevitch, 29 Ukrainiens rugissant dans les airs. Il effectue un virage avant que la vidéo ne passe à une vue aérienne d'une zone peuplée entourée de forêts. Cette vue, probablement filmée par un drone de reconnaissance, reste fixe quelques instants. Soudain, une explosion massive surgit de nulle part et engloutit la scène. Une boule de feu s'élève dans les airs, projetant des panaches de fumée et des débris alors que ce que nous savons maintenant, être un centre de commandement russe, est réduit en miettes. C'est la description idéale. La vidéo montre ce qui semble être plusieurs minutes après l'explosion de la Guided Bomb Unit, 62. La fumée s'est dissipée, ne laissant qu'un énorme cratère à l'emplacement de l'ancien bâtiment. Le drone ukrainien zoome pour révéler l'ampleur des dégâts. Les soldats russes restent immobiles, sans tenter de fuir. Aucun survivant n'est sorti du poste de commandement. La chaîne Telegram Sony Hachnik a été plus qu'un peu insultante envers les soldats morts de Poutine en rapportant la frappe. Elle a le droit de l'être après les atrocités commises par la Russie en Ukraine. Nos Cosaques se sont bien amusés dans le sud. La direction et le siège social de l'entreprise ont quitté cette terre pour toujours, a annoncé la chaîne. Ils ont été dupés, ont occupé une maison et sont morts. Ce sont des ordures, pas des gens. Une affirmation déshumanisante qui révèle le mépris de l'Ukraine envers les envahisseurs de Poutine. Le reportage a conclu que Poutine devra bientôt prendre le néant au sérieux. Votre système de guerre électronique ne vous protégera pas de la justice divine, car certaines choses vous échappent. L'Ukraine a utilisé un avion de chasse soviétique pour détruire un poste de commandement russe avec une bombe américaine. United 24 fournit plus de détails sur la récente frappe de l'Ukraine. Le bâtiment détruit était à la fois un poste de commandement supervisant les récentes attaques russes à Zaporizhia et un point de rassemblement du personnel. Le nombre de soldats russes présents dans le bâtiment lors de la frappe ukrainienne est inconnu. Au minimum, la frappe a probablement éliminé un commandant militaire russe, comme un officier, ou des soldats de rang similaire. Mais si l'Ukraine a synchronisé la frappe avec précision, elle a pu détruire toute une unité de soldats se préparant à un nouvel assaut terrestre. Merci à War Archive sur Telegram. Le poste de commandement était situé dans le village de Kamianska. Il s'agit probablement d'une des localités de Zaporizhia que les forces de Poutine avaient envahies. L'oblast a été l'une des premières cibles de la Russie lors de l'invasion à grande échelle de Poutine en février 2022. Cette attaque initiale a mené à la prise de la centrale nucléaire de l'oblast. Détail à suivre. Les troupes russes tentent de prendre la ville éponyme de l'oblast depuis plus de 3 ans, sans succès. Des villages comme Kamianska sont utilisés comme base de lancement pour les assauts terrestres russes. Cette localité est maintenant devenue insignifiante. La destruction d'un poste de commandement lors de la frappe ukrainienne sur Kamianska serait déjà un franc succès. Mais un petit détail supplémentaire rend cette histoire encore plus marquante. Militani rapporte que la chaîne Telegram Tournesol a révélé quel est ce détail. L'ennemi a encore cru pouvoir se déplacer discrètement en petits groupes. Mais l'accumulation d'envahisseurs et de matériel a été remarquée et rapidement transmise à l'aviation, cite la chaîne. Durant son invasion de l'Ukraine, Poutine a principalement compté sur de larges unités de troupes et du matériel mécanisé pour attaquer les défenses ukrainiennes. L'idée était simple,
submerger les défenses par le nombre jusqu'à leur effondrement. Cela a partiellement fonctionné. Le problème de la Russie était que les défenses ukrainiennes résistaient plus longtemps que prévu, avec ces assauts massifs, menant souvent à des batailles de plusieurs mois qui coûtaient à la Russie des milliers de soldats et de pièces d'équipement. Avant la fin, les déploiements massifs sont des cibles faciles. L'Ukraine obtenait des résultats impressionnants dans sa défense parce qu'elle pouvait frapper la Russie durement avec des drones, de l'artillerie et toutes les autres armes dont elle disposait. Poutine a donc changé sa stratégie. Ces derniers mois, la Russie a lancé des assauts constants, utilisant de petites unités pour marteler les défenses ukrainiennes. Selon un rapport de la British Broadcasting Corporation du 9 juillet évaluant l'offensive estivale russe dans l'est et le nord de l'Ukraine, un changement tactique a été observé. Elle a parlé avec le lieutenant Artem Probilnov, stationné près de Pokrovsk avec la 155e brigade ukrainienne. Probilnov a été témoin de nombreux exemples de cette nouvelle forme d'attaque terrestre russe. Il dit que la Russie lance rarement des assauts massifs désormais, car de grands groupes de soldats sont faciles à repérer et à éliminer par les opérateurs de drones ukrainiens. À la place, Poutine envoie de petits groupes d'infanterie attaquer, souvent à pied et parfois à moto, dans le but de surprendre les défenseurs ukrainiens. Selon la British Broadcasting Corporation, certains ont qualifié cette tactique d'offensive rampante, et elle a pour objectif d'épuiser les ressources ukrainiennes tout en étirant ses défenses. Les soldats ukrainiens doivent répondre aux petites unités russes lorsqu'elles sont repérées, et c'est leur mobilité accrue qui pose problème. De petits groupes peuvent se déplacer discrètement sans être gênés par des véhicules blindés. Bien que cela les rende moins efficaces pour attaquer, ils sont souvent rapidement éliminés une fois découverts. Cela leur permet aussi de s'approcher plus rapidement de leur cible qu'avec une offensive de plus grande ampleur. RBC Ukraine a donné encore plus de détails sur ces raids dans un rapport du 25 juillet qui mettait en avant la façon dont la Russie essaie de les utiliser pour prendre du territoire à Touretsk. Les groupes russes déployés dans cette ville peuvent pas compter seulement 3 ou 4 soldats. Un porte-parole du groupe opérationnel tactique à Luhansk, nommé le lieutenant-colonel Dmytro Zaporozhets, a expliqué ce qui se passait. Cette tactique se caractérise par le fait qu'il s'agit de petits groupes d'infanterie de 3 ou 4 personnes qui essaient d'atteindre les positions des forces de défense, possiblement aussi pour mener des assauts. Et ils participent à ces actions, parfois en utilisant des véhicules motorisés, des buggy, et ainsi de suite, dit-il. Zaporizhzhets souligne que ces petits groupes utilisent tout ce qu'ils trouvent pour franchir les défenses ukrainiennes, conçues pour des unités bien plus grandes. Ils utilisent des échelles pour franchir les fossés anti-chars. Une fois, nous avons vu une échelle ordinaire. Une autre fois, ils ont réussi à en apporter une en fer de quelque part. Et un autre point, c'est qu'ils utilisent des troncs d'arbres sur lesquels ils fixent quelque chose qui ressemble à des marches, afin de les jeter dans le fossé anti-char, puis de descendre sur ce tronc d'arbre de l'autre côté. Ajoute-t-il. Vous vous demandez sûrement quel est le lien avec la frappe ukrainienne récente, utilisant un MiG-29 et une Guided Bomb Unit 62. C'est simple. Le problème actuel en Ukraine est la difficulté à détecter les petits groupes de soldats russes, compliquant la préparation des défenseurs ukrainiens face à eux. Les attaques peuvent survenir de toutes parts, forçant l'Ukraine à adopter une posture défensive réactive plutôt que proactive. Il n'y a pas grand-chose que l'Ukraine puisse faire contre ces petites unités, à part réagir face à elles sur le terrain. Cependant, l'Ukraine peut détruire les postes de commandement d'où ces petites unités reçoivent leurs ordres, comme lors de la frappe d'août à Zaporizhzhia. En détruisant le bâtiment où ces petites unités de soldats russes se rassemblent avant leur déploiement, l'Ukraine a mené une frappe de décapitation parfaite. Les soldats russes seront toujours à Kamianska. Mais maintenant, ils n'ont plus personne pour leur dire quoi faire. Au pire, ils continueront de former de petits groupes d'assaut sans commandement, facilitant leur capture. Ou même accroître le risque qu'ils tombent dans des embuscades ukrainiennes par manque d'informations sur le territoire qu'ils tentent d'envahir. Idéalement, ces troupes n'attaqueront pas tant qu'un nouveau poste de commandement ne sera pas installé, et que la Russie ne pourra pas déployer plus d'officiers à Kamianska. Ce processus pourrait durer des jours, voire des semaines, soulageant grandement la pression sur les soldats ukrainiens, défendant les zones de Zaporizhzhia, non encore prises par la Russie. En somme, l'essentiel est la destruction d'un poste de commandement. Mais il se peut que l'Ukraine ait justement trouvé un moyen de mettre fin à la nouvelle stratégie de Poutine pour conquérir des territoires. Revenons à la frappe, et examinons de plus près l'arme utilisée par l'Ukraine, la Guided Bomb Unit 62. Selon Designation System, cette bombe est issue d'un programme. L'United States Air Force et l'United States Navy ont commencé en 1991 à développer une arme de précision à faible coût et à usage général qui pouvait être lancée depuis pratiquement n'importe quel chasseur américain. Ce programme a abouti à la création de la munition Attaque Directe Conjointe, ou Joint Direct Attack Munition dont vous avez peut-être entendu parler. Selon Army Recognition, la Joint Direct Attack Munition est un système de guidage qui transforme une bombe classique en arme de précision utilisable par tout temps.
Les premiers lots de Joint Direct Attack Munitions ont atteint un taux de fiabilité de 95% lors de leurs tests initiaux. Fin des années 90, elles ont été déployées auprès de l'armée de l'air et de la marine, qui ont participé à leur conception. La Guided Bomb Unit 62 est une JDAM développée par les États-Unis, mais ce n'est pas la version originale. Cette bombe puissante est une version améliorée de la JDAM avec des fonctionnalités supplémentaires. Lorsque les États-Unis ont réalisé l'efficacité de leur nouveau kit de guidage, ils ont modifié le design pour créer ce qui serait plus tard appelé JDAMER, signifiant portée étendue. Ce kit est fixé sur des bombes non guidées. Mark 62 de 500 livres, triplant la portée de la JDAM originale pour atteindre 50 miles, tout en permettant le largage de la bombe d'une altitude assez élevée pour minimiser le risque d'abattage de l'avion par les défenses aériennes ennemies. C'est la version à portée étendue de la JDAM utilisée par l'Ukraine pour détruire le poste de commandement de Zaporizhia. Et ce n'est pas la première fois que l'Ukraine prouve à quel point cette arme peut être efficace. Selon Forbes en mars, l'Ukraine a détruit un quartier général de campagne dans l'oblast de Kherson en envoyant une Guided Bomb Unit 62 à travers la porte du bunker. Ce que les troupes russes pensaient être un endroit sûr s'est effondré autour d'elles lorsque la Guided Bomb Unit 62 a explosé. Le 31 juillet, l'Ukraine a de nouveau attaqué, cette fois avec un chasseur MiG-29. Elle a utilisé des Guided Bomb Unit 62 pour dévaster une base d'opérateurs de drones dans la région de Soumy, portant ainsi un coup massif à l'offensive estivale de Poutine dans cette oblast. Ce ne sont que quelques exemples, mais combinés à ce que l'Ukraine vient d'accomplir à Zaporizhia, ils nous montrent. Un schéma se dessine alors que Poutine modifie sa stratégie sur le terrain, s'appuyant davantage sur de petites unités et des opérateurs de drones. L'Ukraine utilise ses Guided Bomb Unit 62 pour frapper fort. Ces frappes ne ciblent pas les soldats russes attaquant leur position. L'Ukraine cible plutôt les postes de commandement, les quartiers généraux de campagne et les bâtiments d'opération de drones ennemis. C'est une stratégie de décapitation, et l'Ukraine l'utilise avec expertise pour réduire l'efficacité des soldats russes sur les lignes de front. Cela nous amène à la signification de la dernière frappe Guided Bomb Unit 62 de l'Ukraine pour la Russie. Nous avons déjà mentionné l'un des défis que ces bombes puissantes posent à Poutine. Il perd des installations clés et les soldats vétérans qui y sont postés, à cause des bombes. Avec ces soldats et leurs postes de commandement éliminés, la troupe au sein de l'armée russe se retrouve sans direction. Tout cela vise à réduire la pression. L'absence de commandant entraîne des assauts désorganisés et chancelants, plus facilement repoussés par l'Ukraine. Les ripostes ukrainiennes avec les Guided Bomb Unit 62 compliquent de plus en plus l'objectif de Poutine d'utiliser des drones et de petites unités pour prendre du territoire. En plus de cela, une autre chose inquiétera Poutine. Comment l'Ukraine réussit-elle à lancer des Guided Bomb Unit 62 à partir de MiG-29 ? Il est intéressant de noter que les bombes utilisées par l'Ukraine sont fabriquées aux États-Unis, tandis que les avions qui les larguent datent de l'ère soviétique. La Guided Bomb Unit 62 est une variante du JDAMER mise en service en 2015. Le MiG-29 développé dans les années 1970 a plusieurs décennies d'écart avec les bombes qu'il lance. Et cela sans même parler des éventuels problèmes de compatibilité. L'électronique du MiG-29 ne devrait pas être compatible avec une bombe conçue pour les avions de chasse américains. Mais elle l'est, et c'est crucial, elle l'a été durant la majorité de la guerre en Ukraine. En décembre, 2022 Défense Express a publié un rapport expliquant comment les États-Unis et l'Ukraine avaient collaboré pour transformer les chasseurs de l'air soviétique de l'Ukraine en avions capables de lancer la Guided Bomb Unit 62. Il s'avère que les deux pays ont trouvé une solution étonnamment simple et élégante pour faire entrer une pièce carrée dans un trou rond, comme l'a dit un journaliste du New York Times. Un pylône spécial et un équipement avec le logiciel requis pour guider la bombe. Les États-Unis ont suggéré que l'Ukraine commence à utiliser le pylône LAU 118A, qui est un pylône intelligent permettant de relier les Guided Bomb Unit 62 au logiciel nécessaire pour les lancer. Cette idée a résolu les problèmes de compatibilité initiaux. Cependant, l'Ukraine devait encore accéder au logiciel. Au lieu de manipuler l'électronique du MiG-29, l'Ukraine installe simplement une tablette dans le cockpit pour lancer ses Guided Bomb Unit 62, bien que la manipulation soit possible avec un ordinateur portable. La frappe de l'Ukraine sur Zaporizhia montre qu'il est plus facile de contourner les systèmes électroniques que de les configurer. Un exemple récent de cette technologie en action. Grâce à cette technologie, l'Ukraine a transformé une ancienne plateforme aérienne, normalement inefficace contre les défenses aériennes russes, en une machine capable de détruire des installations russes. Grâce à sa capacité renouvelée à lancer des bombes planantes hors de portée des défenses aériennes russes, l'ancien redevient nouveau. Vladimir Poutine n'a pas de solution à ce problème. De plus, la frappe du 6 août en Ukraine est cruciale pour ce qu'elle implique concernant Zaporizhia. Nous avons évoqué précédemment dans la vidéo la centrale nucléaire dont la Russie s'est emparée lors de son invasion initiale de cette oblast.
La centrale reste sous contrôle russe. C'est un atout stratégique pour Poutine, qu'il pourrait utiliser comme levier lors de futures négociations de paix. Ce qui est bien moins bon pour Poutine, c'est qu'il veut réactiver la centrale pour que la Russie puisse approvisionner en électricité ses forces dans les régions de Zaporizhia sous son contrôle. Cela ne va pas arriver de sitôt. En avril, The Guardian a rapporté qu'il faudrait probablement jusqu'à 2 ans à l'Ukraine, en temps de paix, pour réactiver cette centrale. Malgré cela, selon Associated Press News du 29 mai, Poutine envisage toujours de remettre en service la centrale, un sujet qui sera abordé ultérieurement. Même si la Russie surmontait le délai de 2 ans, l'Ukraine affirme qu'elle ne pourrait pas redémarrer la centrale pour une raison simple. La Russie ne contrôle pas encore la ville de Zaporizhia, malgré plusieurs attaques aériennes menées contre elle. Elle n'a pas pris tout l'oblast du même nom. En janvier, une frappe russe sur la ville a fait au moins 13 morts et 32 blessés. Le 6 août, et peut-être en réponse à la destruction du poste de commandement par l'Ukraine, la Russie a lancé une nouvelle frappe qui a tué 2 personnes et en a blessé 10 autres, rapporte Reuters. Ces frappes n'auraient pas lieu si les troupes russes occupèrent la ville de Zaporizhia. Et le fait que l'occupation n'ait pas encore eu lieu est énorme pour l'Ukraine. Parce que cela signifie qu'elle peut amener ses Mikoyan Gourevitch, 29, et leur Guided Bomb Unit, 62, à portée du territoire occupé par la Russie, pour lancer ses attaques dévastatrices. Pour faire court, l'échec de la Russie à prendre toute la région de Zaporizhia signifie que ces territoires occupés restent vulnérables. Tant que c'est le cas, ces territoires continueront d'être attaqués, rendant impossible la réactivation de la centrale nucléaire que la Russie détient depuis plusieurs années à ce stade. Et le pire est encore à venir pour Poutine. En février, la nouvelle est tombée que l'Ukraine avait testé une nouvelle version du JDAMER, compatible avec des bombes de 1000 livres. Selon l'aviationniste, ces bombes ont déjà été utilisées à plusieurs reprises, et il est probable que l'Ukraine fournisse elle-même les bombes non guidées pour ces nouveaux kits, plutôt que les États-Unis. Une nouvelle énorme, des bombes 2 fois plus puissantes que la Guided Bomb Unit, 62 peuvent dévaster n'importe quelle cible frappée. Si ces bombes sont fabriquées en Ukraine, Poutine ne pourra plus espérer que les stocks de JDAMER de l'Ukraine s'épuisent à cause d'un manque d'aide internationale. Ils ne feront que grandir et frapper plus fort, sans que la Russie ne puisse rien y faire. L'Ukraine vient de dépasser la Russie à un niveau si impressionnant que Poutine ne peut rien y faire, ce qui est difficile à regarder pour lui. Le tout nouveau sous-marin nucléaire d'attaque de Poutine a été compromis, et tous les détails sur son fonctionnement et ses capacités ont fuité. Découvrez ces détails dans notre vidéo, et abonnez-vous à l'émission Militaire pour plus de reportages sur les dernières frappes ukrainiennes contre les postes de commandement russes. Merci de votre visionnage.